Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la Flèche Wallonne féminine. On va revenir un petit peu sur les coureuses au top, les bonnets d'âne du jour. Je vous ferai pas de résumé parce que en gros, il y a eu un vrai problème sur cette diffusion de course. On n'a vu que 34 petits kilomètres. On n'a vu qu'un seul passage du mur de 8. C'est quand même pour vous dire qu'en termes d'organisation du côté d'ASO, il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez partager la vidéo auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Vous pouvez faire un super thanks également. Ça, c'est dans les commentaires. Ça permet de soutenir la chaîne, mais c'est seulement si vous en avez les moyens. Vous pouvez booster la vidéo également. Et puis on commence, tout de suite, voilà, avec, cette vidéo. N'oubliez pas, demain mardi, demain mardi, demain vendredi, on va y arriver, à 18h30 direct. Tout est prêt, on va dire, même si, on va forcément essuyer un petit peu des petits problèmes techniques, je pense. Mais j'espère que tout sera prêt, voilà, pour le direct. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions dans le chat. On parlera de la première partie de saison. Je vais pas trop préparer de choses, mais on parlera de Groupama, de Tudor notamment, mais également Pogacar, et puis on essaiera peut-être de se projeter sur la suite. On commence tout de suite avec cette flèche wallonne. Bah, on va déjà pousser la gueulante du jour, quoi, en introduction. Comment un organisateur comme ASO peut diffuser moins de 34 kilomètres de course? Voilà. Moi, il y a un moment, je veux bien, je veux bien qu'on me dise que je suis sévère avec ASO, que je suis sévère avec les organisateurs, mais moi j'appelle ça du foutage de gueule. C'est-à-dire que ASO ne fait rien pour améliorer la visibilité du cyclisme féminin. On est quand même, je le disais, c'est presque un monument à la Flèche Wallonne dans l'histoire du cyclisme féminin, course qui a été lancée, en 98, c'est-à-dire, 20 ans avant Liège-Bastogne-Liège, hein, version féminine du côté des Ardennaises. 3-4 ans, non, pas 3-4 ans, ça doit être 2 ans, parce que c'est 97, 2 ans avant la première édition de l'Amstel. Largement, avant, le Tour de France Femmes, par exemple, version ASO. Donc c'est une course majeure du calendrier. Il y a pas beaucoup de courses dans le calendrier, international qui existent depuis quasiment 30 ans. L'an prochain, ça fera la 30e édition, hein, de la Flèche Wallonne féminine. Donc déjà, c'est une épreuve quand même importante dans l'histoire du cyclisme féminin. Tu diffuses 34 kilomètres. Je me suis cru revenu, il y a 5 ou 6 ans, c'est-à-dire à une époque où le cyclisme féminin n'était pas diffusé. Mais quand on voit un organisateur comme le Grand Prix de Plouay, qui est un petit organisateur, le Grand Prix de Plouay, réussir à faire 2 courses sur 2 jours d'affilée, quand on voit, ce qu'arrive à faire Flanders Classic en termes de diffusion, je dis pas que le fait d'avoir les 2 courses d'affilée, je trouve pas ça bien, mais en termes de diffusion, ils font le travail aujourd'hui. ASO a un retard abyssal, colossal sur ce type d'épreuve. C'est incroyable qu'en 2026, quand même se dire qu'en 2026, l'organisateur ne diffuse pas la course féminine tant que la course masculine n'est pas terminée et que le podium n'est pas fini. C'est pour ça qu'on arrive à ces situations-là. Parce que de l'autre côté, Flanders Classic, le direct, il commence à 80 bornes de l'arrivée. Ce qui, je trouve, déjà est pas suffisant, mais c'est déjà bien mieux que ce que fait ASO. C'est-à-dire que la course chez les hommes se termine, le direct chez les filles a déjà démarré depuis 45 minutes. Donc on n'a pas cette frustration-là. Notamment pour les gens qui regardent en replay. Parce que là, moi j'ai regardé la course en replay, hein. Encore une fois, je faisais le débrief de la Flèche Wallonne masculine pendant la diffusion de la course, mais c'est du grand n'importe quoi. Le fait déjà d'avoir les 2 courses le même jour, moi je suis pas pour, mais encore pour la Flèche Wallonne, tu peux te dire, bon, voilà, c'est moins problématique je trouve pour une course comme la Flèche Wallonne parce que en gros, tu on peut se contenter de voir 60 kilomètres de la Flèche Wallonne, mais il faut au moins qu'on ait ces 60 kilomètres.
Faut au moins qu'on ait ça. Alors on diffuse, 140 kilomètres chez les garçons, dont une bonne, soixantaine n'ont pas d'intérêt, mais vraiment. On pourrait commencer la diffusion, au pied, du premier passage, à Cherave. Il n'y a pas d'intérêt de commencer la diffusion avant. Je suis désolé, mais 12h45, c'est beaucoup trop tôt. Ça, on pourrait commencer au moins à 13h30, voire 1 heure après. Donc là, je vois pas l'intérêt de diffuser, la course, aussitôt. Mais la course féminine, oui, là, c'est du grand n'importe quoi. On peut pas aujourd'hui, en 2026, dire: «Je promeux le cyclisme féminin» et faire ce qu'on a vu hier. On ne peut pas dire ça. Pour moi, ASO ne promet pas le cyclisme féminin. Quand on voit ce qu'ils font avec Paris-Roubaix, quand on voit ce qu'ils font là, encore aujourd'hui, pour moi, c'est un énorme retour en arrière et à Liège-Bastogne-Liège, on aura 40 kilomètres de course, 50 peut-être, si les filles vont pas très vite. Mais c'est voilà, alors que la course chez les garçons sera en intégralité. Je pense que le cyclisme aujourd'hui, au niveau, masculin, féminin, on est l'un des sports les plus en retard sur l'égalité. Mais on est vraiment à la rue. Aujourd'hui, je rappelle, les courses féminines font 50 minimum, souvent 100 kilomètres de moins que chez les garçons. C'est comme si vous aviez un match de foot qui durait 60 minutes chez les filles. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et en termes de visibilité, bah, si comme si Roland-Garros chez les filles, on ne diffusait que la finale et la demi-finale chez les filles. Tous les autres matchs avant, on les diffusait pas. C'est incroyable quand même, hein. On est à ce niveau-là quand même dans le cyclisme. Faut quand même se dire qu'on a un niveau de retard, dans le cyclisme féminin par rapport aux garçons qui est quand même énorme. Et personne ne se mobilise là-dessus, je trouve énormément. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup quand même à gueuler et qu'on est beaucoup d'hommes en fait à gueuler, plus que de femmes même malheureusement, j'ai l'impression. Mais là hier, ce qu'on a vu, chez Eurosport, chez tout le monde, ils auraient dû faire enfin gueuler contre ASO. Alors c'est vrai qu'ASO, faut pas gueuler. On a l'impression que, si tu gueules chez ASO, je sais pas, Christian Prudhomme, il peut te buter avec un mec du KGB, on sait pas, mais c'est quand même incroyable. Enfin là, ce que j'ai vu hier, c'est du grand n'importe quoi. Voilà et ASO les accumule quand même, hein, d'année en année, les grands n'importe quoi. Donc non, non, mais moi, ça me désole parce que on a en plus une génération actuellement du côté du cyclisme féminin qui est vraiment très bonne. On n'est plus sur cette domination, des Pays-Bas comme on a connu. C'est vrai qu'il y a, 7-8 ans, c'était les Pays-Bas, il y avait un peu l'Italie, puis, bon derrière en gros, tu les États-Unis et derrière c'était la soupe à la grimace, quoi. Là aujourd'hui, on a des Françaises qui sont performantes. On a, plusieurs nations qui arrivent à se battre, plusieurs filles qui arrivent à se battre également, pour la gagne et on nous propose 34 kilomètres de course. Bon, mais faut pas me dire que ASO développe le cyclisme féminin. Moi, quand je vois ça, je suis mais horrifié, horrifié, voilà. Il y a un retard en ce moment qui est impressionnant par rapport à d'autres disciplines, mais la visibilité du cyclisme féminin et le manque de respect, je trouve, des organisateurs de courses, de l'UCI envers le cyclisme féminin est incroyable, mais vraiment. Alors c'est pas les seuls, hein, je pense également aux suiveurs du cyclisme, les grands comptes Twitter ou les grands comptes, de podcasts, sur le cyclisme. Combien parlent du cyclisme féminin aujourd'hui? Combien de sites spécialisés dans le cyclisme parlent du cyclisme féminin? On n'est pas beaucoup, hein, vraiment. Et même moi, j'aimerais en faire plus sur le cyclisme féminin, notamment en mai, j'aimerais en faire plus, notamment avec, Tour de Burgos mais aujourd'hui, il faut quand même le dire que c'est un niveau zéro, quoi, vraiment. Donc il va falloir un peu se réveiller à un moment. Il va peut-être falloir aussi que les cyclistes féminines gueulent un peu plus, quoi, parce que, bah, je sais pas si elles sont au courant qu'il y a eu 34 kilomètres de diffusés. Il y a un moment, faut et aussi les anciens noms. Je pense aussi à des noms médiatiques, Audrey Cordon-Rago, par exemple. Bah, il y a un moment, il faut peut-être se mobiliser également quand on voit ce genre de choses et pousser sa petite gueulante, quoi, au bout d'un moment. Bon, eh bien, je vais pas vous faire de résumé, parce qu'un résumé de 30 kilomètres, autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ratées,
forcément sur cette épreuve. Donc on va regarder tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Avant de parler des coureuses au top, euh, contrairement à ce qui avait été dit hier, je crois que j'en ai pas parlé dans ma vidéo parce que j'avais un doute. Paul Sexas n'est pas tombé hier, hein. J'avais un doute, moi, en voyant le coude à l'arrivée, que ça soit pas une égratignure précédente. Et en fait, c'était le cas, hein. C'est-à-dire qu'il s'était fait une croûte, Paul Sexas, et qu'en gros, il y a eu un petit contact dans le peloton qui a un peu arraché la croûte, mais il n'y a pas eu de, il n'est pas tombé, contrairement à ce que disait Jalabert, contrairement, alors, je sais pas chez Eurosport, moi je regardais chez France Télé, mais il n'y a pas eu voilà, de chute. C'est vrai que je me disais quand même, s'il y avait eu une chute, alors à part si elle était dans les 50 premiers kilomètres, mais Paul Sexas chute, on en aurait entendu parler. Et en plus, enfin, le coup ne me paraissait pas hyper sanguinolent. Ça me paraissait pas hyper ouvert. Et le tour de la croûte, à un moment, je voyais une image à l'arrivée, mais ça me semblait quand même un petit peu âgé. Donc voilà, du côté de cette information. Coureuse au top, on commence tout de suite avec Demi Vollering. Il n'y a pas que chez Pogacar où parfois la stratégie vole en éclats, chez Vollering aussi. Alors c'est quand même là, la troisième fois au moins qu'elle le fait. Le coup de monter quasiment les trois quarts de la montée en première position. C'est-à-dire que normalement, quand on fait des bêtises comme ça, parce que pour moi c'est une erreur de vouloir faire de cette manière-là, c'est-à-dire avant même le virage Criquet-Dion, avant même l'épingle sur la gauche, hein, elle est en tête, ouais, aux trois quarts à 800 mètres de l'arrivée, elle est déjà toute seule devant. Vollering, l'an dernier, elle fait déjà ça, elle se fait doubler par Puig Peters. Cette année, elle recommence, elle est encore à deux doigts de se faire dépasser par Puig Peters, qui je pense a lancé son effort un peu tard, qui pourra peut-être avoir des regrets, Puig Peters, mais Vollering, c'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que des fois tu te dis, alors c'est fou parce que sur l'Amstel, elle attaque pas à l'avant-dernier tour du Coberg, et pourtant je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et là aujourd'hui sur la Flèche Wallonne, elle part quand même hyper tôt où elle lance son effort. Et forcément, bah, dans les 150 derniers mètres, ça a bien craqué hein, du côté de Vollering. Mais l'an dernier, elle avait déjà fait ça, et elle avait craqué. Normalement, tu refais pas la même chose. Alors, heureusement qu'elle est très forte, Vollering. Là, ça confirme quand même qu'elle a des super jambes cette année. Sur ce type de profil, on a retrouvé quand même la grande Vollering. L'an dernier, c'était pas toujours top, on va dire, du côté de Vollering. Là, on a retrouvé la grande Vollering parce qu'elle a de la marche sur ses adversaires, parce qu'en faisant une grosse erreur, elle arrive quand même à s'imposer. L'an dernier, voilà, c'était pas forcément le cas. Et je trouve qu'on retrouve quand même la grande Vollering qui avait fait le triplé. Alors cette année, elle pourra pas le faire, mais qui avait fait le triplé sur les Ardennaises. On est sur une Vollering de ce niveau-là. Ce qui, je pense, n'était pas totalement le cas l'an dernier. Par contre, aujourd'hui, en faisant ces erreurs stratégiques-là, elle ne pourra pas gagner un grand tour face à une Pauline Ferrand-Prévot, mais même face à une Marlène Reusser. Faut qu'elle comprenne, Vollering, qu'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a en 2020, en 2019, en 2018, où la meilleure du cyclisme féminin pouvait faire un peu n'importe quoi, ça passait quand même. Là, c'est plus possible. Il y a trop de densité actuellement pour pouvoir faire ça. Et je me dis qu'une Vollering, heureusement qu'il n'y a pas une Kim Lecourt, par exemple. Peut-être. Parce qu'une Kim Lecourt, peut-être l'aurait battue au sprint, là, cette fois-ci. Heureusement que Puig Peters, elle déclenche tard, me semble-t-il. Et qu'elle doit dépasser Paola Blasi, elle doit dépasser Nevia Doma également. Mais la manière dont elle a couru, Vollering, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Alors, ok, victoire super. Par contre, à Liège, il faudra qu'elle court différemment. Voilà. Mais bon, au moins, elle s'impose sur la Flèche Wallonne. Je dirais le contrat est rempli sur cette campagne de classique. Elle confirme quand même la bonne saison de la FDJ Suez, hein. En gros, elles n'ont raté la victoire, la FDJ Suez, que sur Milan-San Remo et Alfredo Binda, je crois. C'est les deux seules courses depuis le début de saison, en gros, grosse course du calendrier, où elles ont raté la gagne. Et sinon, bah, elles ont été tout le temps au top. Et l'Amstel, avec Paola Blasi, mais elles ont été tout le temps impressionnantes.
Et là encore, on a eu un gros collectif. Et à la différence de l'Amstel, où on les avait laissés faire un petit peu seuls, c'est vrai que là, la différence, c'est qu'il y a eu un peu de la EF, un peu de la Lidl Trek qu'on travaillait également. Mais on a encore vu un gros collectif. Je pense notamment à Léa Curigné. Je pense aussi à Juliette Berthet, à Elie Chabet, encore une fois, qui est, je dirais, la lieutenant numéro un de Demi Vollering sur ces classiques, mais vraiment, encore une fois, un beau collectif. Et heureusement quand même que dans les 5 derniers kilomètres, il y a d'autres équipes qui mettent en route. Bah, après, Vollering, enfin, moi, il y a des moments, il y a quand même, en termes de lucidité, c'est loin d'être la meilleure, quoi. Vraiment, à des moments, tu te dis, mais pourquoi elle lance aussitôt? Pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt de lancer les hostilités aussitôt, à part le risque, c'est de se faire contrer. Et là, ouais, elle n'est pas passée loin quand même de cette situation-là, d'Amy Vollering. Deuxième fille au top pour moi, Dubois-Prévost. Pas Pauline Ferrand-Prévot, Axel Dubois-Prévost. Bah oui, parce que elle a fait quand même une grosse performance dans le dernier tour. Elle part dans l'avant-dernier passage du mur de 8 et elle a fait bah, un tour quasiment à l'avant soit du peloton, soit dans une échappée seule. Mais elle a fait quand même une super performance. Un peu ce qu'avait fait Cédrine Kierbaol l'an dernier, qui était partie également, elle, dans l'échappée matinale, mais qui avait fait un dernier tour vraiment impressionnant, notamment dans les descentes. Et bah là, c'est Dubois-Prévost qui a fait un énorme job, qui se fait reprendre dans Cherave. Sauf que dans Cherave, elle se fait reprendre, mais elle ne craque absolument pas. Et c'est ça qui m'a impressionné du côté de Dubois-Prévost. Et ensuite, elle en remet, voilà, pour rouler à l'avant pour la EF, pour Magdalene Valdière, devant Noémie Herweg, à la même. Non, il n'y avait plus Noémie Herweg, même à ce moment-là, c'est devant Magdalene Valdière. C'est elle qui fait le tempo pour protéger notamment Magdalene Valdière. Bravo, oui, Axel Dubois-Prévost, parce que là, elle a fait du très très bon travail. Moi, j'ai été agréablement surpris. Et puis, je l'avais pas vu moi en course, à part sur la Brabançonne. Mais c'est vrai que j'avais pas vu l'UAE Tour féminin. J'avais vu que des bribes, des petits résumés à droite à gauche. Donc, j'avais pas vu sa 20e place ou 21e place, je sais plus, pour Axel Dubois-Prévost. Mais oui, très belle performance hein, de la part de la Française de l'AEF. Et je pense qu'elle a un peu tapé dans l'œil peut-être quand même de certaines grosses équipes en se disant, ah, il y a quelque chose à regarder chez cette fille, peut-être dans un rôle d'équipière, mais ça peut être une très bonne équipière pour des grosses structures, bah, notamment pourquoi pas les SD Works, hein, parce qu'en ce moment des équipières, ça fonctionne pas si bien que ça du côté de la structure néerlandaise. Même si on a mis 2 filles dans le top 10, Van der Breggen 5, Vinke 10e. Mais ouais, très impressionné par Dubois-Prévost parce que très bonne gestion de l'effort, de un. Et deuxièmement, bah, tu peux dire: «OK, j'ai été repris par le peloton, maintenant, mon objectif, ça va être de finir tranquille, parce que je sais que le mur de Huy, en gros, si je donne tout au pied du mur de Huy, après, je vais monter le mur de Huy en 10 minutes». Bah non, elle a fait le job et elle finit pas si loin que ça, en plus du Beauprévost à l'arrivée, parce qu'elle est 20e ou 21e, que je retrouve ça, Dubois-Prévost, elle est 22e, c'est la 3e française à l'arrivée derrière Pauline Ferrand-Prévot, derrière Juliette Berthet et donc devant une Maëva Skiban, une Marion Bunel par exemple, une Morgane Coston. Donc vraiment pas mal du tout quand même, hein, parce qu'elle a pris qu'une 42 dans la montée, mais en ayant fait un énorme travail auparavant du côté de Dubois-Prévost. Donc bravo à la française. J'avais regardé bah, elle finit avec Noémie Herweg, voilà, hein, par exemple. Mais elle avait fait des résultats en gravel en ce début de saison, notamment une deuxième place à la Gravel, pardon, Desert by The Traca 2026. Voilà, une course de 167 km. Il y a des courses de gravel qui sont quand même beaucoup plus longues que des classiques sur route. Ça aussi, c'est pas vraiment normal. Mais elle avait été très efficace. Et puis, elle avait fini 7e de la Santaval en Espagne également.
Donc voilà, des bons résultats pour elle. Un seul abandon depuis le début de saison, c'était, au Xina Leuven-Oettingen, le 11 mars dernier. Donc voilà, début, pour elle, sur la route, hein. Je rappelle qu'elle avait déjà eu quand même une carrière auparavant, notamment chez Biscaya Durango, mais elle avait arrêté, en 2018 et elle avait repris avec le gravel en 2024. Bah, là, ça fonctionne pas mal du tout, pour la Française. Donc j'espère, qu'elle va, continuer, est-ce qu'elle sera à Liège? Pour l'instant, c'est pas indiqué, mais voilà, j'espère que ça va continuer pour elle, en termes de performance. Donc voilà, Axel Dubost-Prévost. Et on poursuit avec, Blazy. Oui, moi j'avais des doutes en fait pour, Paola Blasi, j'avais des doutes. En fait, s'il y aurait pas un contre-coup à l'Amstel, parce que l'Amstel, c'était sa première re très grosse victoire chez les pros. Elle a fait quand même un effort pendant 25 kilomètres, hein, pendant une grosse demi-heure. 40 minutes à peu près d'effort, je pense, en tête, oui 35 en solitaire, je pense, hein, un truc comme ça, 35 ou 30 minutes en solitaire. Donc c'était quand même un bel effort. Donc il fallait voir si elle avait bien récupéré. Il y avait 2 jours de pause, mais il faut quand même rejoindre la région de Liège. Il y a un petit peu de trajet, alors c'est pas, infernal, mais il y a un petit peu de trajet. Le mardi, bah, pour Paola Blasi, je pense qu'il fallait quand même repérer, le parcours un petit peu, voilà, faire un petit décrassage. Donc c'est vrai qu'en termes de récupération, c'était peut-être pas forcément, l'idéal, mais bah, elle s'en est parfaitement sortie, Paola Blasi. Je trouve aussi que du côté du AE, eh bien, on a su, faire une hiérarchie d'équipe. On met quand même Maëva Skiban à rouler, elle a fait un gros tempo quand même, Maëva Skiban, notamment dans le dernier tour. On a Mavi Garcia qui, voilà, ne le sentait pas, donc on a tout de suite fait le travail pour Paola Blasi, le tempo pour Paola Blasi pour la placer correctement. Mais je trouve qu'en termes d'organisation d'équipe, on avait plusieurs filles qui pouvaient être performantes. Moi, j'avais plutôt mis Maëva Skiban en favorite. Parce que, voilà, encore une fois, je pensais que Paola Blasi aurait peut-être un contre-coup, mais on a très très bien géré la situation avec Maëva Skiban, avec également Mavi Garcia, et on a su donner les clés du camion à Paola Blasi, et elle a su les saisir, ces clés du camion, avec cette troisième place, et battue quand même par les deux dernières vainqueurs, c'est-à-dire Vollering et Pug Peters, donc battue quand même par du beau monde, hein, quand même, hein, parce que là, on est quand même sur des filles qui sont très fortes sur ce type d'effort. Et ça montre que, bah, elle, sur les classiques, il va falloir quand même la suivre, dimanche, hein, ça c'est clair et net, mais sur d'autres classiques également, du côté de Paola Blasi, parce qu'en ce moment, bah, ça fonctionne très, très bien, pour elle. Elle est vraiment en pleine confiance. On rappelle, elle fera la Vuelta, hein. Se méfier d'elle quand même sur la Vuelta, hein. Je garderai un œil sur elle, voir comment ça se passera en montagne pour Paola Blasi, mais pour l'instant, elle fait quand même peu d'erreurs. On va dire qu'elle coche un peu toutes les cases comme Paul Sexas, hein, Paola Blasi, hein, jusqu'à maintenant. On va dire qu'elle passe, les étapes, au fur et à mesure. Et je rappelle, hein, elle est encore jeune et ça fait depuis en gros, 2 ans, qu'elle fait du cyclisme chez les pros. Donc c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est quand même très impressionnant ce qu'elle fait depuis 2 ans, avec 5 victoires, chez les pros déjà. Nicolas Prodhomme, il a mis combien d'années avant de les avoir? Et également, bah, voilà, une Amstel quand même déjà dans son escarcelle, un podium sur la Flèche, wallonne. C'est quand même pas mal du tout, et puis même, 19 des Strade Bianche, 5e de la Classica des Almeria, et chez les filles, c'est une course, importante dans le calendrier. Donc non, c'est très, très bien ce qu'elle fait, hein, pour le moment, Paola Blasi, et moi je vais la suivre, bon déjà sur Liège dimanche, mais c'est vrai que sur la Vuelta, ça m'intrigue, ce qu'elle est en capacité de faire, Paola, Blasi. Ça, on va regarder ça avec attention. Et puis, je termine avec Neviadoma. Là aussi, j'avais peur d'un contre-coup du côté de Neviadoma. Parce qu'elle est revenue, d'une blessure, d'une grosse chute, et j'avais dit: «Bon, après l'Amstel, où elle a été performante,
sur l'Amstel, est-ce qu'elle arriverait à être aussi efficace sur la Flèche Wallonne, avec toujours en plus cette incertitude pour Mike Neviadoma, c'était son équipe, parce que c'est vrai que je trouve que l'équipe est très faible. C'est vrai que Cécile Le Ludwig, un peu aux abonnés absents depuis quelques temps quand même, et même en tant qu'équipière, c'est-à-dire que même pas en tant que leader, hein, du côté de Cécile Le Ludwig en tant qu'équipière, elle a un peu disparu quand même ces derniers temps, la Danoise. Et je me disais: «Bon, Neviadoma, déjà, il va falloir qu'elle se débrouille seule», mais en plus, même si une course qu'elle connaît, qu'elle a fait déjà de nombreuses reprises, bah, du côté de Neviadoma, il va peut-être y avoir quand même la fatigue, du retour de l'Amstel. En plus, est-ce qu'elle est parvenue, un petit peu tôt, du côté, de Neviadoma? Voilà, est-ce qu'elle a pas créé un petit peu de fatigue en voulant revenir forcément pour l'Amstel et fait un petit peu trop d'efforts, puis après, tu as un contre-coup ensuite. Bah non, ça s'est plutôt, bien passé pour elle. Alors oui, il lui manque du punch, forcément sur cette course, mais par rapport à une Pauline Ferrand-Prévot, qui manque également du punch, aujourd'hui, hein, à la française, bah là, ça marche, pas mal du tout, hein, quand même pour Neviadoma. Donc c'est vrai que c'est plutôt, intéressant, du côté de la polonaise. Je vais parler aussi, rapidement de Pauline Ferrand-Prévot, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Donc elle fait 7e, Pauline Ferrand-Prévot. Elle a plus les qualités de punch, en fait, aujourd'hui. Donc je la mets pas en déception parce qu'il y a d'autres déceptions pour moi. Mais je comprends que certains, soient déçus par la performance de Pauline Ferrand-Prévot, mais en fait, c'est ce qu'on avait vu sur Roubaix, où sur les changements de rythme, elle avait du mal. Ce qu'on avait vu également l'an dernier sur le Tour de France, sur l'étape remportée par Skiban, l'étape du jeudi, où elle avait eu du mal aussi à changer de rythme. Bah, c'est une grimpeuse maintenant et c'est un peu une pure grimpeuse et sur ce type de profil-là, elle arrive pas à changer de rythme. Elle n'arrive pas à faire ce que fait Vollering. C'est aussi pas les mêmes gabarits, hein, il faut le rappeler. Donc quand certains, s'étaient plaints, de la performance de Pauline Ferrand-Prévot, bah oui, mais Pauline Ferrand-Prévot, elle a le gabarit et elle a les qualités aujourd'hui pour gagner un Tour de France, ce que n'a peut-être pas forcément Demi Vollering. Par contre, elle a pas les qualités forcément pour gagner une Flèche Wallonne parce que c'est plus la même fille qu'il y a 10 ans. Voilà, tout simplement et c'est vrai que même sur les dernières années en VTT, elle avait tendance à surtout partir en début de course et à s'isoler en début de course et pas trop à changer de rythme dans les montées pour faire un écart. Donc c'était aussi, voilà, elle a perdu un peu son punch, voilà, tout simplement, Pauline Ferrand-Prévot. Après, c'est quand même un top 10 sur cette flèche wallonne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les flops du jour, les bonnets d'âne du jour, eh bien on commence avec EDG Endurance. L'équipe, belge, bah oui, un résultat, pas, exceptionnel, hein. La meilleure de la formation, c'est Laure, de Schreper, qui, finit, 19, je crois de tête, 18, voilà, Laure de Schreper. Mais, bah oui, il manque Kim Lecourt, hein, on voit dans cette formation. Il manque Kim Lecourt et puis, heu, on a aussi un problème chez NG Endurance, c'est qu'une Sarah Giganti sur ces courses-là, c'est juste pas possible. C'est-à-dire, même si c'est une bonne grimpeuse, hein, Sarah Giganti, mais vu qu'elle ne sait pas se placer, pareil pour Oscar Zigard, c'est quand même des filles qui ont des lacunes dans ce domaine-là, bah, c'est juste pas possible de les emmener sur une course comme celle-là. Je vois même que Sarah Giganti n'a pas encore repris. Elle ne reprendra que sur la Vuelta, donc au mois de mai. Voilà, elle va démarrer, très tard sa saison, l'Australienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque aussi à Jay Insurance, c'est des filles comme Gigante ou Skasigart, mais qui aient les qualités pour frotter, qui aient les possibilités également techniques, de frotter et là, tu te tires quand même un peu une balle dans le pied si tu emmènes ces 2 filles-là, donc tu ne peux pas les emmener. Donc tu es obligé de confier les clés du camion à Kim Lecourt. Pas de chance, Kim Lecourt est blessé. Donc après, tu as qui? Tu as Ashley Moolman. Mais bon, Ashley Moolman, alors il y a 5 ans, oui, elle était efficace sur ce type de course, mais Ashley Moolman, ça fait quand même depuis 2-3 ans qu'on voit qu'elle vieillit, la Sud-Africaine et que c'est normal. Donc elle n'a plus ses capacités, de performance. Donc tu confies les clés du camion à Laure de Schreper. Laure de Schreper, c'est quand même plutôt une grimpeuse, une pure grimpeuse là aussi. Puis surtout, tu confies les clés du camion à une fille qui a 20 ans, qui, voilà, alors est hyper prometteuse, hein, on est sur un talent, mais qui n'a que 20 ans et qui a également les problèmes pour frotter.
Donc, bah, tu te retrouves un peu démuni et ça a été le gros souci d'Edge Insurance, c'est qu'en gros, bah, un être vous manque et les résultats disparaissent, on pourrait dire ça dans le cyclisme. Bah, c'est le cas. Parfois dans certaines formations, c'est le cas. Imaginez, par exemple, chez Alpecin, si, Van der Poel et Del Grosso sont pas sur les classiques, flandriennes, bah, après derrière, c'est plus compliqué tout d'un coup, hein, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, ça devient plus du tout la même chose. Bah, là, c'est ce que subit en fait NG Insurance. Vous n'avez plus, Kim Lecourt parce que en ce moment, indisponible. Elle va pas revenir, Kim Lecourt, je crois qu'elle va pas revenir, avant, pop pop pop, avant encore, quelque temps, hein. Je pense que oui, je suis pas sûr qu'elle fera elle fera même pas le Tour d'Espagne, je pense, hein, Kim Lecourt. Je pense qu'elle va pas revenir avant, peut-être, je le Tour d'Italie. Là, elle est marquée sur le Tour de France, mais je pense qu'elle va courir avant le Tour de France. Mais il faudra peut-être attendre, le Tour d'Italie ou, un Tour du Pays basque ou un Tour de Burgos. Et puis, bah, ouais, bah, ça te manque en termes de résultats, hein. Ça te manque énormément, hein. Et puis en plus, il y avait une fille en moins, c'était Alexandra Menny, qui n'avait pas pris le départ. Mais, c'est vrai que c'est un peu triste. C'est aussi un peu triste pour les Belges, hein, parce que déjà chez les garçons, donc je crois que c'est Van Eetvelt qui est le premier belge. Et oui, mais chez les filles, c'est De Schepper, hein, qui est la première fille, hein. Il y en a pas dans le top 10 de Belges. Un peu triste aussi, pour cette nation, mais en même temps, il y avait pas Lotte Kopecky, notamment, chez, SD Worx, enfin et de toute manière même Lotte Kopecky sur ce type de profil n'aurait pas réussi à s'en sortir, plus que ça donc puis aurait dû certainement faire le travail pour Van der Breggen. Mais oui, donc on se retrouve à avoir, que De Schepper et c'est une déception, quand même Edge Insurance. La première partie de saison est loin d'être, incroyable et bah, déjà pas mal d'absentes et puis c'est une équipe vraiment de course par étapes, hein, on le voit, c'est vraiment là où ils arrivent à être performantes. C'est là où l'an dernier ça avait très bien marché, c'est sur les courses par étapes, même s'il y avait eu Kim Lecourt encore une fois sur cette séquence de classiques, mais les courses par étapes, il y avait eu Giganti, il y avait eu quand même du beau monde, pour faire des résultats. Là, c'est vrai qu'il te manque Kim Lecourt et forcément sur cette campagne d'Ardennaise, bah, ça joue en ta défaveur énormément. Donc dommage, pour la formation belge. On poursuit avec une autre équipe, c'est, la formation c'est, enfin pas une autre équipe, c'est une autre, fille, c'est Liane Nippert. Bah, déjà, pas un grand, Amstel Gold Race, c'est vrai où elle avait fini, 27 je crois, hein, de la course, mais sans avoir véritablement existé. Bah, j'ai envie de dire bis repetita, elle fait, 14e, de, la Flèche Wallonne, mais sans avoir véritablement, existé, pardon, sur cette course, la concurrente allemande. Est-ce qu'elle aussi, n'a pas changé, on va dire, un peu son profil de coureuse? Encore une fois, Liane Lippert, c'était une puncheuse, hein, quand elle est arrivée dans le cyclisme, c'était vraiment une pure puncheuse quand elle était chez Picnic. Est-ce que désormais, elle n'est pas plus sur un profil grimpeuse? Équipière l'an dernier de Marlène Reusser, c'est vrai qu'elle s'impose sur le Giro. Alors elle avait quand même gagné un sprint en petit comité, sur, le Giro, ça avait frotté pas mal, je crois me rappeler. Mais est-ce que désormais elle n'a pas perdu un petit peu son punch, Liane Lippert? Ou est-ce qu'elle n'est pas, au top de sa condition physique, du côté de la concurrente allemande? Mais sur cette campagne de classiques pour le moment, et notamment ces classiques, ardennaises, bah, c'est pas hyper efficace. Ça avait pas été excellent sur les flandriennes, mais elle a jamais été, fantastique sur les flandriennes. Mais là, sur cette campagne d'ardennaise et notamment sur la Flèche, Wallonne, hein, c'est quand même une fille qui a souvent été, performante, sur cette épreuve. Parfois ça sauvait même un petit peu, sa saison, la Flèche Wallonne. Elle a déjà fait 2e derrière Vollering, en 2023. Donc c'était il y a, pas si longtemps que ça, hein, du côté, de Liane Lippert et en 2024, je sais pas si elle avait pas fait top 10 sur cette épreuve. Non, elle n'y avait pas participé, elle avait repris tard. Il y a une année où elle avait dû faire top 10, en étant, ouais, elle avait fait 2e en 2023. Est-ce qu'elle avait pas en 2022, elle avait fait combien sur cette épreuve? Bah, elle avait fait 7e, mais je suis pas sûr que c'était en 2022, c'était peut-être 2025. Oui, ou elle avait fait 5e en 2025, c'était en 2025. Donc là, c'est vrai qu'on est
en deçà en termes de résultats pour le moment du côté de Liane Lippert. Et puis même si on regarde pour le moment sa première partie de saison, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé sur l'Amstel, mais depuis en gros c'est la semaine internationale de la communauté de Valence, et bien depuis, c'est pas forcément exceptionnel en termes de résultats. Donc petite déception pour moi du côté de Liane Lippert, qui fera la Vuelta, le Tour de France, hein. Cette année, pas de Tour d'Italie prévu au programme. Le Tour d'Espagne, ça sera elle la leader, parce que Marlène Reusser ne sera pas encore de retour du côté de cette formation, hein. Marlène Reusser qui a été touchée à une vertèbre et qui va pas revenir. On nous indique le Tour de Suisse pour le moment sur Pro Cycling Stats, donc ça serait mi-juin. Donc on verra ce que ça donnera pour Liane Lippert sur la Vuelta. Mais pour l'instant, pas un très grand début de saison, hein. 547 points de marqués, mais 250 grâce à la Vuelta CB Feminas. Si on prend, hein, sur le mois d'avril, globalement, c'est 24, 54, 74, 74 plus 30, 104, 114 points, voilà, de marqués. Donc c'est pas exceptionnel, 114 points sur une période qui est pourtant très prolifique. Et on peut mettre 164 si on rajoute l'Estrade Bianche le 7 mars. Donc en 2 mois, en gros, elle a marqué 164 points. C'est pas exceptionnel, vraiment, en sachant qu'elle a participé seulement à des épreuves World Tour sur cette période-là. Donc voilà, en termes de résultats, c'est un petit peu décevant, mais peut-être un manque de forme tout simplement du côté de Liane Lippert. Et puis on termine avec Julie Bégaud. Ouais, lâché très tôt, hein, Julie Bégaud. Elle est lâchée dès la côte de Chérave. Julie Bégaud qui a fini 32e de la course. Ouais, c'est une fille qui me déçoit un petit peu, hyper prometteuse. Je rappelle, championne du monde junior à l'époque dans les rues de Glasgow, lors de ces championnats du monde réunifiés. 3e l'an dernier des championnats d'Europe. Mais après ce titre de championne du monde, cette très belle génération, hein, en plus, hein, il y avait notamment Tissia Rio. Si on regarde l'équipe au championnat du monde 2022, non 2023, pardon, du côté de l'équipe. Alors déjà, elle avait battu quand même Ferguson, Moors, Venturelli, Wolf. Il y avait Tissia Rio, Célia Géry à l'époque, Eline Roussel. Mais c'est vrai qu'elle a été devant une Célia Géry, par exemple. Et l'inverse, c'est que Célia Géry, maintenant, est largement au-dessus d'elle en termes de résultats. Et pourtant, Célia Géry a 1 an de moins. Il y a 1 an d'écart entre les deux. C'est vrai que Julie Bégaud, alors déjà, je trouve qu'on ne sait pas trop sur quel profil de course elle performe jusqu'à maintenant. Parce que on nous disait que c'était plutôt une puncheuse, sauf qu'au final, elle est quand même championne du monde à Glasgow. Un parcours où il y a notamment Van Der Poel, qui est champion du monde. Donc un parcours qui convenait quand même plutôt bien aux spécialistes des Flandriennes, même s'il n'y avait pas de pavé du côté de Glasgow. Mais aujourd'hui, sur les pavés, Rwanda, elle avait quand même lâché sur la portion pavée. Alors même si elle avait fait un gros travail d'équipière, ça en était un peu mieux sorti que Marion Bunel, même dans ce passage-là pavé. Mais elle est moins forte, je pense, sur les pavés qu'une Célia Géry. Et en même temps, sur ces courses-là, où au départ, c'est un peu sur ces épreuves-là qu'on l'avait remarqué, hein, lors de sa première année chez la Cofidis, en 2024. Elle avait fait notamment une échappée très longue sur Liège-Bastogne-Liège. Enfin, c'est plutôt sur des épreuves comme ça qu'on l'avait vu. Bah, aujourd'hui, en termes de résultats sur ces courses punchy, sur ces courses difficiles, bah, il n'y a plus grand-chose en termes de résultats. Donc on se pose quand même la grande question du côté de Julie Bégaud. Quel est son profil de course qui peut vraiment fonctionner? Quel est son profil de course qui peut vraiment lui convenir à Julie Bégaud? Et là, c'est quand même la grande interrogation jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, bah, à part cette 3e place au championnat d'Europe, qui, je pensais en 2025, allait peut-être recréer un déclic. Bah, en gros, les résultats, c'est au niveau national, mais à l'international,
Bah, pour l'instant, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, hein. Je vois notamment sur la NXT Classic, elle fait 48e. On parle quand même d'une course, 1.2, 14e du Grand Prix de Chambéry. Julie Bégaud, je crois qu'elle est même pas dans le 1er peloton, dans le Grand Prix de Chambéry. Julie Bégaud, oui, elle finit avec Evita Music, mais elles étaient, dans un groupe qui avait été lâché à une vingtaine, de kilomètres, de l'arrivée. Elle finit à 3 minutes de Célia Géry, notamment. Mais oui, je me pose quand même des interrogations, sur la française, aujourd'hui parce que, bah, ça fonctionne pas comme on le voudrait, du côté, de Julie Bégaud, alors qu'on est sur une fille qui est quand même talentueuse, qui est une championne du monde junior. Mais on l'a vu, hein, chez les filles, Zoé Bachsted, ça a mis quand même un peu de temps avant que ça performe enfin, avant qu'elle obtienne quand même des très gros résultats, sur des grandes classiques, notamment, flandriennes. Je pense à Ivanchenko aujourd'hui, qui est plus équipière qu'autre chose chez UAE, hein. Il n'y a pas eu forcément de résultats majeurs, chez la Russe, qui elle avait été championne du monde junior du contre-la-montre. Il y a quelques filles comme ça, très jeunes, qui pour le moment ont un peu du mal, à performer. J'espère que ça ne sera pas le cas d'une Megan Arens, par exemple, qui est chez Picnic. Après, elle est en contrat jusqu'en 2027 avec Cofidis. En ce moment, Cofidis, on voit pas trop d'évolution quand même en termes de résultats, hein, du côté de l'équipe féminine. C'est vrai que c'était une équipe qui était plutôt bien structurée au départ. Souvent, je comparais avec Arkea parce que les 2 équipes avaient démarré, au même moment. Mais là, aujourd'hui, ça plafonne quand même un peu, du côté de la Cofidis. Donc est-ce qu'il faudrait pas qu'elle aille dans une autre structure? 2027, elle aura, 22 ans, Julie Bégaud, enfin en 2028, elle aura 23. Est-ce que ça serait pas la bonne époque pour changer d'équipe et tenter un peu de se relancer? Parce que là, j'ai l'impression que du côté de chez Cofidis, bah, ça plafonne quand même, hein, en termes de résultats et surtout, est-ce que, enfin, on a du mal à savoir sur quel profil de course elle se situe le mieux aujourd'hui, Julie Bégaud. Moi, pour moi, c'était plutôt une ardennaise. Mais aujourd'hui, c'est un peu une interrogation quand même chez cette, jeune fille parce que son Tour de France l'an dernier en montagne, bon, alors certes, elle était devancée par Nienke Winke, mais c'était pas si mal que ça, et en même temps, sur ces Ardennaises, ça fonctionne pas donc je pense que il y a des vraies questions à se poser avec Julie Bégaud. Parce que voilà, c'était quand même une fille, très talentueuse, qui avait aussi, fait un énorme travail sur le contre-la-montre des championnats d'Europe, par équipe, mixte, en 2023, hein. Je me rappelle, pour, la 3e place aux Pays-Bas, elle avait fait un énorme boulot, aussi, sur ce contre-la-montre-là. Mais depuis, bah, ça a un peu disparu, donc faudra voir, hein, maintenant, comment ça va marcher, pour elle, pour la suite. Mais c'est vrai qu'elle avait fait une très bonne première saison complète dans cette équipe, notamment, une 4e place au Trophée Euro in Europa. Mais depuis, bah, ça plafonne quand même, donc j'espère qu'elle va réussir à se relancer. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao ciao!